Et voilà, retour sur ce plateau. C'est des invités que je ne vous présente plus. Il s'agit de Marc Goudjanou et de Oumar Adeyandjou. Bienvenue, bonjour à vous, chers confrères. Bonjour Carole, bonjour Marc. Bonjour Carole, bonjour à tous nos amis téléspectateurs et internautes. Nous démarrons par quoi? Choisissez le sport. Le sport quand même. C'est vrai que Le c'est tirage au intéressant. sort. Beaucoup de journaux sont revenus sur cette information. Généralement, où le Bénin, qui est déjà qualifié pour la CAN 2025, le tirage au sort a été fait hier et on se retrouve dans le même groupe avec le Sénégal, la RDC et le Botswana. C'est un groupe qui n'est pas, en tout cas, aussi facile à jouer que ça, mais voilà, le Bénin se retrouve dans ce groupe-là. Je pense que, bon, on va revenir là-dessus rapidement. Puisque le Sénégal, qui est tenant du titre, qui a eu en tout cas, qui est tenant du titre de l'édition surpassée avant la Côte d'Ivoire, et donc qui est en bonne ligne pour pouvoir quand même essayer de reprendre cette CAN. Et nous avons la RDC qui est une équipe expérimentée, qui a une histoire solide en matière de compétition. Les Léopards aspirent à retrouver toujours leur gloire au sein de ce grand regroupement du football africain. Et nous avons le Botswana qu'on pense considérer comme une équipe qui manque d'expérience en la matière, mais qui peut toujours quand même, qui a toujours son mot à donner dans ce groupe-là. Donc il faut remarquer que le défi pour les Guépards est un défi, en tout cas, qui va pouvoir coïncider avec le défi de 2019. Et ce serait très bien que le Bénin se retrouve en bonne position, au moins pour les premiers tours éliminatoires, que le Bénin s'en sorte au moins pour aller de l'avant, parce que c'est ce que l'on souhaite en tant que amoureux du football, en tant que passionné du football. Moi, je n'en suis pas une. Oui, c'est normal, vous êtes une femme. Laisse. Je vous regarde simplement. Je ne sais pas si votre cher ami Adeyandjou aussi est un anti-footballiste. Non, Donc, pas un coup... anti. Je suis un bon, enfin, on va dire, je suis un féru de foot. C'est que quand vous étiez en train de parler, je me dis, quelle question j'allais lui poser. Donc, je me demandais quelle question j'allais lui poser pour le relancer. Non, le foot, ça me dit, mais c'est vrai que sur le plan professionnel, c'est pas ce que j'aime le plus. Mais quand même, je remarque que c'est un groupe assez relevé dans lequel le Bénin se retrouve finalement. Parce que le Sénégal, vous l'avez dit, c'est l'une des meilleures nations de foot en ce moment sur le continent. Donc ça craint pour le Bénin? Bon, on ne dira pas que ça craint. Bon, c'est un bon challenge, je vais dire. Ça sera l'occasion pour nos guépards de démontrer qu'ils ne sont plus des rongeurs, c'est-à-dire des écureuils. Ils sont désormais des guépards avec des crocs et des griffes. Ça sera le moment de le démontrer également donc, sur le terrain. Face aux lions de l'Atlas, oui, on peut le faire. Oui, on peut. Enfin, il dit les lions de l'Atlas, les lions de la Teranga. On peut le faire et on peut y arriver. Non seulement les lions de la Teranga, vous l'avez dit également, la RDC, c'est une solide nation. Enfin, c'est une nation avec une histoire solide parce qu'il n'y a qu'à regarder simplement leur dernière prestation à la dernière CAN. Je crois ils ont été jusqu'en quart de finale, hein, je crois. Wow. Voilà, en tout cas, ils n'ont pas été éliminés. Ils n'ont pas fait piètre figure. Voilà, ils ont fait un très beau parcours lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Et le Botswana, moi je dis tout simplement qu'aujourd'hui, il n'y a plus de petites nations en matière de foot. Tout le monde y va et va vraiment jouer crânement sa chance. Donc, ça sera aux Béninois de montrer que nous sommes de fiers Béninois. Et parlant de fierté, ma fierté de Béninois a été légèrement fouettée hier aussi. J'étais très content quand j'ai vu notre Djimon Oussou national, l'acteur hollywoodien qui était parmi. Voilà, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Un Béninois qui est un acteur hollywoodien, c'est pas tous les jours, c'est un talent qu'il faut reconnaître. Et quand on met des talents béninois comme ça à l'honneur, moi ça me fait plaisir. Vous avez qu'on est resté dans le même quartier avec Djimon Oussou? Ah, ouais. C'était une parenthèse. C'est très bien. Et quand il revenait à chaque fois pour les vacances, il passait devant ma maison pour se promener. Et je peux vous dire que c'est un homme très simple. Très simple, je vous dis. Il portait nos sandalettes, là, les jeans de 500 là. C'est avec ça qu'il traversait le quartier. Et puis, quand j'ai grandi et j'ai su ce qu'il faisait, il m'a épaté. Parce que quand on parle des acteurs
au plan mondial, Ouais. vraiment, il On ne peut pas citer sans occupe citer une grande place. Ouais. Donc, du coup, Oui. je me dis, voilà un grand homme qui est tellement humble et simple. Je l'ai vu, il était notre aîné, ses neveux également, qui travaillent aujourd'hui avec lui. Il s'agit de Fanny et de sa sœur. Je leur fais un coucou ce matin si éventuellement ils nous suivaient. Et on revient rapidement au sport. Voilà, au sport. Après les éloges, on va dire Moussou qui faisait partie des animateurs au niveau du tirage au sort et c'était très bien. Il faut rappeler que au niveau de notre groupe, c'est le Botswana qu'on juge beaucoup plus l'outsider parce que c'est eux qui n'ont pas assez d'expérience comparativement même au Bénin et c'est face à eux qu'on jouera notre premier match. Donc, il est question que les Béninois quand même puissent, les Guépards quand même puissent remporter ce premier match-là parce que ce sera très important et puis ça va leur permettre quand même d'avoir un moral haut afin de pouvoir rencontrer les autres grandes nations qui sont dans leur groupe parce que moi, je me dis, l'exploit est toujours permis dans ce pays, même après que la Côte d'Ivoire ait remporté la CAN, on a livré un match avec la Côte d'Ivoire, on a battu la Côte d'Ivoire et donc ce n'est pas impossible, c'est toujours possible si à la base, il y a une réorganisation qui se fait, il n'y a pas trop de laisser aller, il y a une rigueur qui se fait, et puis tout le travail qui va être fait par Génoro, qui est le sélectionneur national, et également tous les leaders de cette équipe-là, parce que quand on parle d'équipe, il y a également toujours des leaders qui sont là et où dont les expériences vont toujours servir et non les égos. Parce que si vous mettez devant les égos, parfois, pour la symbiose du jeu, la collaboration du jeu, ça ne marche pas souvent parce que là, c'est un jeu qu'on joue à plusieurs et il faut des passes par moment. Mais quand quelqu'un a l'ego surdimensionné, parfois, il prive les autres de balles et il se fâche. Et ce qui ne donne pas la fluidité, le résultat escompté à un moment donné. Quand les rencontres c'est en décembre, ça commence. De répétition, est-ce qu'il ne faille pas commencer très tôt et réunir les joueurs? Oui, bon, il y a un autre problème à ce niveau-là. C'est vrai qu'il faut commencer plus tôt, mais vous savez, la plupart de nos joueurs jouent à l'extérieur. Voilà, et donc ils ont des clubs. Et tant qu'au niveau des championnats, le jeu continue, ce serait difficile pour eux de pouvoir laisser leur club se rendre disponible. Donc, sûrement, c'est à l'approche souvent de la dernière date qu'on fait les regroupements. Mais justement, c'est ça ce qu'on a toujours dénoncé sur ce plateau. Il faut qu'on les parce rassemble qu'en réalité, les joueurs ne maîtrisent pas vraiment leur jeu parce qu'ils ne travaillent pas de manière continue ou de manière fréquente ensemble. C'est à l'approche ou à la veille des rencontres qui se retrouvent pour quelques rencontres répétitives. Moi, j'estime que c'est là aussi le problème auquel le football béninois est confronté. Carole a complètement raison. Il faut vraiment prendre les choses très tôt, s'y mettre très tôt. Parce qu'au Bénin, moi, personnellement, pour le peu que j'ai suivi des Guépards ces derniers moments, c'est qu'on n'a pas de fond de jeu. C'est vrai qu'on voit des gens très déterminés, avec beaucoup de comment on appelle, de dynamisme, d'envie. Mais il n'y a pas de fond de jeu. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est vrai que pour moi, sur les ailes, le foot aujourd'hui, c'est ça, aller rapidement sur les ailes. Mais au niveau de l'intérieur, au niveau du milieu de terrain, je pense qu'on a besoin d'un organisateur. Vous parlez de l'attaque ou voilà. Non, non, je parle du milieu de terrain. les intérieurs gauche et droite, c'est-à-dire des gens qui sont très techniques, qui peuvent prendre le jeu. J'imagine que Marcel est en train de se marier avec... Oui, ne vous forcez pas, Carole, ne vous forcez pas. Et ça c'est ce qui manque à mon avis. Dans l'attaque, je pense qu'on a un Steve Mounier qui est aujourd'hui un joueur très expérimenté. C'est même notre joueur le plus capé. Maintenant, moi je le trouve quelquefois très timoré. J'espère qu'il y a des psychologues qui les accompagnent. J'espère que Gernot Roy aura les mots justes pour réveiller en eux, je ne sais pas moi, comment on appelle là, cette rage-là, cette niaque qui va leur permettre d'aller sans état d'âme et jouer véritablement. Et puis ce milieu de terrain, je le dis, je le répète, ça nous manque. On n'a pas de fond de jeu. On n'a pas de fond de jeu. Il y a au Bénin, il y a juste quelques éclairs, des gars déterminés. Tu peux voir un coup, Steve Mounier fait une action, et puis c'est très beau. Ou bien tu vois un Jodel Dossou qui prend le jeu à son coin dès qu'il commence, et voilà. Alors qu'on a besoin vraiment d'un organisateur. C'est vrai, c'est facile à dire. Tout le monde ne peut pas s'improviser entraîneur. Tout le monde ne peut pas s'improviser Gernot Roy. Mais c'est mon ressenti. Et je l'ai surtout ressenti lorsqu'on a joué la Libye chez eux.
on n'a pas de fond de jeu. Et ça, moi, ça me fait vraiment mal. Quand le Bénin joue, il faut qu'on ait un animateur, un vrai animateur. C'est-à-dire à l'image de Stéphane Sessegnon ou bien de Moudachi, ou ces gars-là qui ont pris en compte le milieu de terrain dans le temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et quand ils ont le ballon, tu te dis, voilà, il y a quelqu'un qui est là, il veut organiser. Il va vers l'avant, il fait des passes, il récupère encore le ballon, il redonne. S'il faut revenir en arrière, il recalme. Voilà. Donc, il faut ce genre de joueur-là qui nous manque. Ouma est en train de jouer sur ce plateau. Vraiment, nous allons aborder un autre. Ici, connaît un peu en foot. Donc, vous êtes en train de jouer et de faire des passes déjà. Attendons les... Voilà, mais quelques connaissances en foot à force de regarder Barça, Real et tous les autres. Voilà, on finit par... Bon, si je n'ai pas encore regardé les matchs du Bénin, ce n'est pas à Brazza que je viendrai. Barça que je viendrai regarder ce club. On va vous faire un coup spécial de foot. Carole, il faut appeler souvent ce club avec de l'art, de l'esthétique. Lequel club? C'est du Barça. Barça. Vous vous trompez. Donc, dites plutôt Real de Madrid. Real de Madrid. Pour chuter, je voudrais vous dire que il faut également faire confiance à la jeune génération. J'ai vu beaucoup de jeunes joueurs, d'accord, qui ont quitté nos clubs locaux ici et qui ont de très belles performances. Reste qu'il manquait beaucoup de temps de jeu, beaucoup d'expérience sur le terrain. Et je pense que beaucoup d'entre eux ont aidé, beaucoup d'entre eux nous ont aidés à cette qualification-là. Justement, c'est la pratique. Il faut pouvoir... Oui, mais la pratique, c'est... vous avez évoqué ce cas, mais c'est un peu compliqué en football. Et surtout en sélection nationale. Là où c'est compliqué, je l'avais dit tantôt, où les joueurs sont en club et qu'ils doivent revenir. Mais on a un effectif déjà qui a évolué avec le temps. Depuis fort longtemps. Il y a par exemple, il y a des noms par exemple qui sont dans l'équipe nationale depuis plus de 5 ans, qui sont dedans, qui jouent ensemble, d'accord. Reste à savoir que le temps qu'ils vont faire, c'est-à-dire qu'on leur accorde beaucoup plus de temps que d'habitude. Et ça, ce serait à négocier peut-être avec les clubs. Et ce n'est pas tous les clubs qui acceptent laisser leurs joueurs partir pour un long moment parce que ils ont un contrat là-bas. Et donc, leur ensemble, si ça doit causer de tort à leur club en championnat, le club ne voudra pas laisser peut-être un Steve Mounier qui est décisif pour lui en attaque et qui doit marquer pour lui, le laisser pour dire, allez, rester 2 mois, par exemple, pour la préparation de la CAN. Ce serait compliqué. Donc, c'est une question de management et c'est beaucoup de calcul. Hein, c'est beaucoup de calcul. Mais on espère quand même que le Bénin ne fera pas à pied de figure au Maroc et qu'on célébrera ensemble avec eux au moins le premier tour. L'avantage qu'on a, c'est que, mis à part 2 équipes qui sortent des groupes, on a encore les meilleurs 3e qui doivent être pris. Voilà, et donc, si le Bénin, en tout cas, donne au moins le maximum au fond, c'est-à-dire au pire d'être 2e, c'est qu'il peut se retrouver meilleur 3e. Je prône l'excellence, et je leur souhaite... Oui, mais vous ne pouvez pas prôner l'excellence, par exemple. Il y a des statistiques, il y a des données qui ne mentent pas. Vous ne pouvez pas prôner l'excellence, par exemple, lorsque vous serez en face du Sénégal, vous allez dire que, quel qu'en soit Alpha, que le Bénin va forcément battre le Sénégal. Je suis complètement d'accord avec vous. Il y a des statistiques qui ne mentent pas. Il y a des trucs, mais c'est vrai. Le jour-là, on peut avoir la chance avec nous et puis... Oui, si vous parlez de chance, c'est mieux. Mais vous n'avez pas parlé de chance. Non, mais... De la compétence et de la chance. Au-delà même de la chance, regardez par exemple le match qu'on a livré en CAN 2019 contre comment on appelle, le Maroc. Sur papier, le Maroc nous bat. Il y avait les plus grands joueurs qui jouaient dans les plus grands clubs au Maroc. Mais dans ça, le jeu, notre nation, notre Bénin, qui était pratiquement inconnu, mais on a fait... Donc moi je dis que c'est ce même état d'esprit que nous devons garder et y aller. Optimiste. Et puis vous avez parlé de quelque chose, c'est vrai que c'est déjà la CAN, il faut se concentrer sur la CAN, mais le travail qu'il faut faire à la base également, vous l'avez dit, regardez par exemple les grandes nations, un Jude Bellingham et Foden par exemple, ils ne jouent pas ensemble, c'est pas hier, hein, ils ont commencé peut-être à jouer ensemble depuis qu'ils ont 13, 12 ans. Voilà, donc c'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est-à-dire mettre les gens ensemble très tôt. Savoir que ça c'est l'équipe nationale. Moi j'estime que cela constitue un handicap pour l'évolution du football. Voilà, au Bénin, oui, parce que les gens ne se connaissent pas véritablement. Même quand vous si prenez les Koba, les Griezmann, comment on appelle les Griezmann et tout ça, mais ils jouent ensemble il y a très longtemps. C'est des gens qui ont grandi pratiquement ensemble. Voilà, donc il n'y a pas ces tranches d'âge-là qui évoluent régulièrement ensemble chez nous. C'est juste l'équipe A qui compte, c'est juste la sélection A seulement qui compte et le reste, on n'en fait rien, non?
il faut qu'on en arrive là également. Parce qu'il y a des pays qui arrivent à le faire. Les pays comme le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, c'est des pays africains. On ne va pas dire que non, on va se faire à chaque fois tout petit en matière de foot. Il faut qu'à un moment, on se mette également au niveau. Oui, mais moi, je me dis, c'est vrai que les organisateurs... C'est-à-dire mettre les moyens, non seulement mettre les moyens, mais exiger un certain niveau à ces expatriés-là aussi qu'on fait venir. Et qui, voilà, il faut qu'on mette, le niveau d'exigence doit être élevé désormais pour que toutes ces personnes-là qu'on paye pour comment on appelle, pour la visibilité du Bénin, puissent travailler véritablement pour. Il ne faudrait pas qu'on jette vraiment de l'argent par les portes. Il faut vraiment encore que le gouvernement de la rupture a beaucoup fait pour le football béninois. Ce qui fait que, bon, en fait, le vrai problème du football béninois, je pense que c'est la formation à la base. Oui, on n'a pas beaucoup d'écoles. On n'a pas beaucoup d'écoles de formation en football, par exemple. Et même les quelques, en tout cas, équipes, vous avez vu, par exemple, le championnat scolaire qui a été joué, où les petits sont même allés jouer à l'extérieur. Et c'est qu'il y a des talents dedans qui sont déjà très jeunes, détectés. Mais quel est le suivi qui est fait en réalité? Puisque c'est un suivi qui doit être continuel. Par exemple, vous avez parlé de Bellingham et autres qui avaient commencé peut-être à jouer à 12 ans, par exemple. Et quand on suit ces petits, ça veut dire qu'ils doivent évoluer dans une dynamique donnée. Et même quand ils atteignent la maturité pour les clubs, camarades, voilà. Donc, à la fin, c'est-à-dire ça donne du bon rendu. On sait que, par exemple, on peut avoir de la bonne qualité, des joueurs qui ont de la bonne matière, déjà parce qu'ils avaient déjà évolué depuis un certain âge. Quand on prend le championnat universitaire, par exemple, où parfois ils doivent voyager d'ici là également, par exemple. Donc, ce sont des jeunes talents, par exemple, voilà, qui maîtrisent, exactement. Qui maîtrisent le jeu de leur coéquipier. De jeunes Béninois avaient été sélectionnés, envoyés en formation au Brésil, mais au retour, ça n'a plus rien donné. Donc, il y a un suivi qui doit être fait, le travail à la base, qui doit donner le travail final. Voilà. Et accompagner tous les privés également qui travaillent. Parce que moi, il y a l'école de Michael Poté, par exemple, qui a un de ses joueurs, par exemple, l'équipe nationale aujourd'hui, qui fait du bon boulot. L'Académie Joseph Poté, c'est très bien. Moi, je l'ai rencontré, Michael Poté, il n'y a pas très longtemps. Mais c'est du bon boulot. Il faut accompagner toutes ces personnes-là. Également puissent revoir le prix fixé pour oui, c'est vrai parce que c'est quand même assez élevé. Et il y a des petits qui n'ont pas de moyens, mais qui ont des talents. Oui, mais je pense que dans les écoles, ils sont conscients de ça, qu'il y a des enfants qui n'ont pas du tout les moyens, mais qui sont de véritables talents. Donc, je pense qu'il y a un cadre qui est fait pour ça. Enfin, il y a une stratégie qui est mise en place pour pouvoir coopter facilement ces jeunes gens-là aussi. Comme quoi, je ne suis pas trop nulle dans le football. Pas du tout. Nous continuons, nous poursuivons avec une autre information sur ce plateau. Le matinal parle de la polémique sur la création d'une nouvelle république. L'avis de la Cour constitutionnelle sollicité. C'est une information relayée par le quotidien Le Matinal, avec la complicité de Marcel. Oumar? Est-ce que c'est le matinal? Est-ce que c'est pas Matin Libre? Enfin, beaucoup de journaux en ont parlé, voilà. Bon, moi, je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de créer un débat en réalité qui n'existe pas? Moi, c'est mon avis, hein, c'est un débat qui n'existe pas. Et nos confrères ont tendance à jeter de l'huile au feu à chaque fois. Moi, je ne vois pas où le problème se pose. Et puis, il y a un mot qui est dit, la Cour constitutionnelle. Est-ce la faute à nos confrères ou aux acteurs politiques qui ont soulevé? Bon, tout le monde a sa faute. La question. Tout le monde a sa faute. C'est Dynamisme Info qui en parle. Voilà, tout le monde a sa faute. Celui qui soulève la question et celui qui la relaie également. Parce qu'on a besoin d'un peu plus de sérénité. Voilà, prétendue nouvelle république générée par la Constitution de 2019, l'éclairage juridique de la Cour constitutionnelle sollicité. Voilà, moi je me dis que c'est un débat concret de toutes pièces pour, je ne sais pas moi, peut-être pour vendre ou bien pour les politiques de leur côté, pour se faire voir et dire voilà qu'on fait le boulot. À quel moment, je ne sais pas moi, qui est-ce qui a parlé de nouvelle république? Je ne sais pas, mais c'est quoi l'histoire derrière? Bon, moi personnellement, je pense que la question ne se pose pas. Mais il y a une chose qui me rassure. Tout le monde dit la Cour constitutionnelle. Et ça, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. J'espère peut-être que les sages de la Cour vont réagir et vont se pencher. Ils vont réagir, vont éclairer tout le monde et mettre les pendules à l'heure pour tous ceux qui pensent que les pendules ne sont pas à quoi à l'heure. Sinon, à moi, mon niveau, je ne pense pas qu'il y ait débat autour de cette histoire. Marc.
S'il y a débat pour vous, faites le débat avant ensemble. C'est vrai que sur la question, moi je veux partir des faits. Des faits, on a vu un certain prêtre du FA après le TOFA 2025 avoir quelques opinions, en tout cas diversement interprétées, et qui a été rappelé à l'ordre par le comité dont il fait partie. Et il y a également d'autres acteurs politiques, par exemple, qui ont eu à aborder le sujet d'une autre façon. Et donc, c'est ce qui a beaucoup plus attiré l'attention des uns et des autres, puisque tout le monde... on a fini avec cette polémique. Tout le monde est le devenu... président en a parlé, le porte-parole du gouvernement en a parlé, et le professeur de la commission, comment il s'appelle déjà, l'ancien ministre de l'éducation est sorti au nom du Maouignon Kakpo, est sorti au nom de ce... Ils se sont désolidarisés de ce presse. Voilà, donc moi j'estime qu'il n'y a plus vraiment débat. Je viens de le dire. Apparemment, vous ne me suivez pas, je viens de le dire. Non, comme vous partez des faits, je suis en train de partir des faits, et dans les faits, je l'ai rappelé. J'ai dit qu'il y a un certain prêtre qui s'est prononcé. Et à un moment donné, il a été rappelé à l'ordre par ceux qui faisaient partie de ce comité avec lui. Et donc, à un moment donné, il y a certains acteurs politiques désœuvrés qui ont voulu faire de toutes les questions, qui veulent aborder toutes les questions sans aller forcément dans le fond du sujet, qui sont dans du dilatoire. Et donc, en réalité, ce sont des sujets normalement, tels que l'a dit mon très cher Adéanjou, qui ne devaient pas normalement faire polémique. Mais on en a vu depuis un certain temps. L'actualité en a fait son chou gras. Et c'est ce qui a plutôt même amené ce citoyen à interpeller la Cour constitutionnelle sur la question. Il s'agit de l'AIND qui a interpellé la Cour constitutionnelle sur la question. Et donc, c'est d'autant plus important parce qu'aujourd'hui, l'année 2025 est l'année charnière pour 2026. Et donc, tout doit être préparé déjà à partir de 2025. Et vers fin 2025 déjà, il y a les candidats qui doivent être connus déjà. Il y a un certain nombre de dispositions qui doivent être connues déjà. Et donc, c'est déjà important, même que déjà au début, où ces acteurs politiques ont commencé par soulever la question, que l'on interpelle la Cour constitutionnelle là-dessus pour que la Cour se prononce aussi vite que possible sur la question et non attendre peut-être le dernier moment pour pouvoir trancher cette question-là qui est essentielle parce que nous, c'est vrai, nous on n'est pas experts en matière constitutionnelle. Les experts en matière constitutionnelle, c'est la Cour constitutionnelle qui a le dernier mot à trancher dessus. Mais néanmoins, nous, en tant que faiseurs d'opinion, l'on puisse quand même ramener le sujet pour que les uns et les autres soient informés qu'en réalité, qu'il y a une telle procédure qui est en cours. Et d'ici là, nous espérons que la Cour constitutionnelle va aborder le sujet et chacun saura se ranger dans les rangs pour savoir que, en réalité, le chef de l'État, tel que vous le disiez tout à l'heure, n'a jamais émis ce vœu de pouvoir quand même faire ce troisième mandat. Son porte-parole l'a dit pas une seule fois, plusieurs fois également. Et donc, ces acteurs politiques qui sont en train de susciter cela, ils savent les idées qu'ils ont derrière la tête, ça n'engage qu'eux. Et donc, le meilleur, en tout cas, la meilleure institution pouvant trancher sur la question est la Cour constitutionnelle. Et nous espérons que d'ici là, on aura... Moi, je dis qu'à l'aube des élections qui viennent, il y a mieux à faire. Que ce soit pour les journalistes, que ce soit pour les acteurs politiques. Il y a mieux à faire en ce moment. Les acteurs politiques devraient se concentrer sur leur stratégie, devraient se concentrer sur le programme qu'ils vont proposer aux Béninois pour dire « Ah, voilà, nous voulons donc diriger le pays, prendre les affaires en main et révéler mieux le pays que ceux qui sont là en ce moment. » Et aller vraiment au contact des populations. Ça, c'est le travail des... Maintenant, les hommes, nous aussi, journalistes, on ne va pas tout le temps, c'est-à-dire... faire feu de tout bois, voilà, mettre de l'huile sur le feu tout le temps. Moi c'est des choses, personnellement, moi, ça m'agace. Personne ne dit quoi que ce soit. Et à chaque matin, on se lève, on s'assoit, un grand critique du gouvernement, on cherche comment on appelle, à créer des histoires, à prêter des intentions. Non, il y a mieux à faire. En tant que journaliste, il y a
tellement de secteurs sur lesquels on peut travailler. Le secteur de la santé, on parle, le secteur de la culture, il y a pas mal de choses. Et puis, parlant même du secteur de la culture, aujourd'hui au Bénin, normalement, je me dis même, est-ce que tous les journalistes ne devraient pas même se reconvertir en journalistes culturels? Sincèrement, de la même manière, on a eu le renouveau démocratique en 1990. Aujourd'hui, il y a un renouveau culturel au Bénin, je vous assure. Et ça a été initié par un seul homme, par le président Patrice Talon. On peut me juger de tout ce que je veux, les actes parlent pour lui. Tout ce qu'il fait sur le plan culturel, mais écoutez, on doit pouvoir relayer ces choses-là, ne serait-ce que par fierté nationale. On doit pouvoir dire, ah, voilà ce que le Bénin est. Moi, en tant que journaliste, voilà ce que je peux faire pour apporter ma pierre à, comment on appelle là, à ce renouveau-là. Mais on est là, tout le monde est journaliste, spécialiste des critiques du gouvernement. Bon. Non, mais attendez, moi je suis farouchement contre ce que vous dites ce matin en ce qui concerne les confrères. Moi, je le dis pourquoi. Vous savez, quand vous êtes journaliste, on tient compte de quoi? De l'actualité. De l'actualité. Donc, il ne peut pas avoir une actualité et les confrères vont l'aborder et on va dire pourquoi ils l'ont abordé, qu'ils doivent aborder telle ou telle question. Parce que ça fait partie des sujets d'actualité aujourd'hui. Depuis la semaine dernière et jusqu'à cette semaine également, ça fait partie des meilleurs sujets d'actualité parce qu'on a vu la tollée que ça a suscité et ça a attiré l'attention des uns et des autres. Vous suivez par exemple au niveau des forums, au niveau de Facebook, un peu partout sur les réseaux sociaux, c'est le sujet qui intéresse la plupart des Béninois aujourd'hui parce que ça a commencé par mettre du doute dans les esprits. Et donc, comme c'est une échéance qui est très capitale, 2026 qui est très capitale, puisqu'en réalité, il s'agira peut-être de renouveler le fauteuil présidentiel et toutes les attentions sont captées dessus. Et comme cette question revient, il faudrait quand même que nous, professionnels des médias, qu'on aborde le sujet. Et encore que la plupart des journaux qui l'ont abordé, même ce matin, ont plutôt abordé le volet où la Cour constitutionnelle devait se prononcer sur la question, parce que c'est Christian Laïndé, l'ancien ministre, d'accord, qui a essayé d'écrire à la Cour constitutionnelle pour soulever le débat là-bas, pour pouvoir quand même essayer d'avoir... Et je pense que cette décision sort, voilà, ça va calmer tous les esprits. Voilà. Ce que moi je dis en parlant de nos confrères ce matin, c'est que tout le monde ne peut pas être journaliste politique ou, enfin, je ne sais pas comment vous l'exprimez pour que vous compreniez mieux. Regardez les unes que nous avons. Oui. Qui est-ce qui a titré là sur le plan de la culture? Il n'y a pas une information culturelle au Bénin qui puisse faire la une d'un journal, vous pensez? Il n'y a pas une information, d'autres informations qui puissent faire la une du journal. Et il y a la santé qui fait la une là également. Enfin, c'est que je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas tous relayer la même information sur les journaux. Et puis Marc, vous avez dit quelque chose qui corrobore en fait ce que je suis en train de dire. Vous savez, la foule aime qu'on lui dise ce qu'elle veut entendre. Mais nous, en tant que journalistes, ce n'est pas notre rôle. Pas forcément. Nous, notre rôle, c'est d'informer. Informer dans tous les secteurs. Quand vous lisez les unes des journaux aujourd'hui au Bénin, c'est comme si Marc a appelé Ouma, c'est comme si l'informateur a appelé Dynamisme Info, comme si le matinal a appelé... Non, vous n'avez pas suivi. J'ai parlé d'actualité. Écoute, aujourd'hui, vous parlez d'actualité, on va parler de tel. Les journaux ne peuvent pas sortir sans ne pas parler d'actualité. La preuve, quand on vient sur ce plateau, généralement, on analyse les sujets qui viennent. Et quand on vient analyser les sujets qui viennent, c'est souvent les sujets d'actualité qu'on analyse. Je suis complètement et donc, ils ne peuvent pas laisser les sujets d'actualité, par exemple. L'actualité, c'est l'actualité à trait. Voilà, vous donnez l'exemple. Quand l'actualité avait trait, quand l'actualité avait trait au Vaudou Days. Vous savez combien de temps on a passé à parler de Vaudou Days? On a passé toute une semaine à en parler. Donc, ça tient compte également de l'actualité. Quand l'actualité, exactement, on en a parlé. Donc, si l'actualité est riche sur cette question, où les interrogations fusent de toutes parts, on va en parler. Moi, je ne peux pas en vouloir aux confrères. Parce que le rôle primordial également, c'est de tenir compte également de l'actualité et de ce qui se dit pour pouvoir faire les analyses. Attendez, on ne va pas venir aujourd'hui, par exemple, aller reparler, par exemple, de l'attaque djihadiste qu'il y a eu depuis quelques jours. Parce que c'est déjà dépassé. Ce que moi, je veux dire, en gros, il ne faudrait pas qu'on mette en avant le fait qu'on veut vendre simplement. Nous allons poursuivre. Je ne donne pas mon avis sur la question, mais nous avons... C'est pas pour vendre seulement ou bien pour donner de la visibilité à notre, comment on appelle, à notre journal que nous allons écrire. Moi, c'est ce que je veux dire. Il faut écrire également pour informer. Il faut écrire pour informer. Informer dans tous les secteurs. Je suis d'accord avec ce que dans vous tous les dites. secteurs. Mais même si on est d'accord même avec ce que vous dites, même les propres acteurs au niveau de la culture, qui émagent au niveau... Attendez, qui émagent
au niveau du contribuable béninois, en ce qui concerne même la culture. Donc, attendez, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais malgré ça, moi je suis quand même cette sonnette d'alarme. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de griefs qu'on nous reproche, nous, en tant que journalistes. Et moi, ça me fait mal. On nous traite d'arrivistes, on nous traite de gens qui ne valent rien, tout ça. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles nous devons pouvoir faire attention. Bon, je m'abstiens de donner mon avis sur la question et je dis, nous allons évoluer. Je sais que votre avis n'est pas très loin de celle de Marc. Mais non. Ouma, non. Votre avis n'est pas très loin de celui de Marc, je sais. C'est Ouma qui le dit. Je m'abstiens de me prononcer sur la question. Nous allons évoluer. Activité politique sous la rupture. Toujours, le parti LD dénonce une sorte de 2 poids, 2 mesures dans le traitement des organisateurs. Oui, il parle de quel organisateur? Moi, je ne sais pas de quoi il parle pour en parler. Mais quand on entend, quand on voit ce que notre confrère écrit, moi, je me dis tout simplement que les démocrates sont dans leur rôle. Hein. C'est justement ça, eux, leur travail. Toujours réclamer, toujours revendiquer, toujours critiquer. Ça, c'est le rôle des démocrates. Et non, par contre, le rôle des journalistes. Nous, on doit relayer ce que les démocrates disent, mais pas mettre des interrogations bizarres à la une des journaux pour créer des tensions. On a fini avec ce sujet. Oui, non, c'est juste pour comparer. Et quand les démocrates le disent ainsi, moi, je pense que les autorités aussi devraient pouvoir le prendre en compte. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. S'ils se sentent lésés quelque part, on doit pouvoir leur donner. C'est aujourd'hui la principale, comment on appelle, le principal parti d'opposition. Et dans tout pays, on a besoin aussi de cette opposition-là pour animer la vie politique. Parce qu'ils ont quelque chose également à apporter. Même s'ils ne sont pas aux affaires, ils ont quelque chose à apporter. Et leur apport est essentiel également. C'est leur critique, c'est leur, comment on appelle, leur revendication. Et tout cela participe donc à l'animation de notre vie, participe également à l'amélioration des conditions de vie des populations. Parce que rien qu'en parlant, rien qu'en disant, en exprimant ce qu'ils pensent, les autorités pourraient les prendre en compte et travailler par rapport à ça. Moi, je dis les démocrates, eux, ils ont le droit de critiquer, de dire ce qu'ils pensent et c'est aux autorités de le dire. Et quand on regarde aujourd'hui les faits également, ils peuvent peut-être le dire, il n'y a plus de débat contradictoire véritablement sur les chaînes nationales. Il y a toutes ces choses-là qui manquent. Donc, si les démocrates le disent, je ne sais pas de quel organisateur il parle exactement parce que je ne sais pas sur quelle base le confrère titre, donc, met à la une de son journal cette information. Mais je pense qu'il y a peut-être des faits, il y a pas mal de faits également qui peuvent corroborer ce que notre confrère vient de titrer. Et c'est aux autorités. Quand il dit autorité, je ne dis pas tout de suite aller au niveau du président de la République. Non, oui. Mais ceux qui sont chargés d'organiser cette vie politique-là, ceux qui ont des petits leviers en main qui permettent aux uns et aux autres d'avoir les mêmes chances, par exemple, de passer sur les chaînes de télévision, de pouvoir donc relayer telle ou telle information, de pouvoir faire librement leur travail. Toutes ces personnes-là doivent pouvoir donc écouter donc peut-être ce cri de cœur des démocrates et leur permettre de dire ce qu'ils veulent également. Voilà. Marc? Oui, c'est vrai que sur la question, c'est un sujet, je vais peut-être éclairer un peu l'antenne de nos téléspectateurs ou internautes. En réalité, c'est vrai que les démocrates constituent le parti d'opposition par excellence, si on peut mieux le dire aujourd'hui, sur l'échiquier politique au Bénin. Et donc, il arrive que forcément, vu les dernières actualités et vu les échéances en vue, plusieurs activités politiques sont organisées de part et d'autre. Mais ce qui est constaté, c'est que la plupart, ou en tout cas certaines de ces manifestations au niveau de ces partis d'opposition, en tout cas rencontrent des oppositions au niveau de l'octroi de l'autorisation à manifester ou de l'autorisation à se réunir à des moments donnés, ce qui en tout cas met fin à la liberté des uns et des autres, alors que dans le même temps, quand c'est les démocrates, quand c'est les républicains par exemple, qui veulent organiser peut-être une manifestation ou une activité, parfois même il n'y a même pas de demande d'autorisation et ils vont le faire dans les règles de l'art sans que personne ne puisse les interpeller par rapport à quoi que ce soit ou à X ou Y. C'est pareil pour l'UPR également. Et donc, cette inquiétude du Parti des démocrates se fonde généralement dans le fait que parfois, on ne les traite pas de la même façon où on traite également les autres partis lorsqu'il s'agit d'organisation d'événements ou d'activités politiques. Et cela se reflète
pas seulement par la faute des dirigeants, non, je ne le dirais pas, mais remarquons que dans le pays, au niveau de nos administrations, peut-être au niveau de l'administration policière et par d'autres, au niveau des administrations municipales, il y a déjà que la majeure partie des acteurs, en tout cas politiques au niveau de ces communes et autres, sont déjà des acteurs qui sont issus de l'un ou l'autre des bords de la mouvance présidentielle. Et donc, il y a déjà ce regain-là qui les empêche parfois de pouvoir donner le cutis ou le feu vert à ce que certaines manifestations soient faites dans leur zone à un moment donné, puisqu'ils s'estiment peut-être que le chef va se fâcher, ou même certains agents, d'accord, des forces de l'ordre, poussés par le zèle, un zèle qu'on ne leur demande même parfois pas, d'accord, où ils se disent que il faut que l'on mette fin, l'on refuse cette manifestation, il faut qu'on encadre rapidement parce que le chef va se fâcher, alors que normalement cela participe, tel que l'a dit mon vis-à-vis, cela participe à l'animation de la vie politique. Et on a besoin de ça. On a besoin de ça pour que quand même les uns et les autres puissent animer l'activité politique de part et d'autre, pour qu'on puisse quand même que les populations puissent se faire leur idée de l'idéologie de chaque parti, de quelle cause ils sont en train de défendre réellement. J'ai pu entendre, mais malgré cela, je pense que Yari Boni était à Savalou il y a 2 jours, paraît-il, le 26, donc il était à Savalou, mais j'ai vu la vidéo, j'ai vu il y avait du grand monde, il n'y avait pas de restrictions en tant que telles. J'ai même vu des militaires encadrer, d'accord, sa venue et tout le reste. Donc ça veut dire que de toutes les façons, ce n'est pas forcément ce qui est remarqué sur toute l'étendue du territoire. Il y a certaines zones, il y a certains quand même cadres de l'administration qui pèsent quand même bien la chose. Et si les organisateurs remplissent les conditions telles qu'il le faut, je pense qu'on va les laisser le faire et qu'il ne faudrait pas également que ces manifestations virent à la provocation, à l'intoxication et à un certain nombre de dérives politiques qu'on assiste. Parce que la période vers laquelle nous évoluons est une période très critique et très sensible. Et je pense qu'à partir même de ce moment, que ce soit au niveau de la presse, au niveau de la population, au niveau des acteurs politiques, des sensibilisations doivent être beaucoup plus approfondies à ce niveau pour que chacun puisse savoir quel rôle il doit jouer dans l'apaisement du climat social. Je suis quand même d'accord avec la fin de vos propos, c'est-à-dire tous les derniers mots que vous avez dit à la fin. Pas le début. Voilà, mais le début, il y a quelques éléments sur lesquels je me sens obligé de devoir dire un mot. Parce que vous avez dit tantôt que même il se peut même que certains, même comment on appelle, des obédiences un peu liées à la mouvance actuelle, à la mouvance présidentielle, on va dire. Donc, ceux-là n'ont même pas quelquefois besoin d'autorisation. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Quand on dit des choses, il faut les affirmer avec preuve. Tant qu'on n'a pas de preuve, il ne faut pas le dire. Moi, je ne pense pas que ce soit possible. Je suis sûr que eux, étant donné, vous-même vous l'avez dit, que dans l'administration aujourd'hui, parce que ça c'est normal, lorsqu'on quelqu'un prend le pouvoir, il prend les personnes qui peuvent travailler avec lui. Et ce sont ceux avec qui il s'entend, qui va mettre donc à certains postes qui sont des postes stratégiques. Et ces personnes-là, quelquefois, peuvent faire du zèle. Vous l'avez dit également. Et c'est à ça que nous devons veiller, à ça que toutes les institutions chargées donc d'organiser la répartition. On ne peut d'ailleurs même pas voilà. Donc, la responsabilité tout le temps au président de la République. Donc, même pas au président, même pas au ministre. Il y a des gens qui, quelquefois, peuvent commettre des erreurs. Vous avez parlé même des municipalités. Mais c'est comme ça. Tu as dit en politique, tous les coups sont permis. Il y a des municipalités parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Ils vont vous créer des petits... Oui, c'est vrai. Maintenant, nous, en tant que journalistes, on va dénoncer ça quand ça se produit, mais on ne va pas non plus en faire donc, tout un tas d'histoires, parce que ça fait partie aussi de la politique. Pourquoi on ne va pas en faire tout un tas d'histoires? Vous l'avez dit également, on a besoin d'une certaine sérénité au Bénin. Déjà que, bon, dans le Nord, il y a ce que nous savons. Mais en plus de ça, on ne va pas encore commencer à nous chamailler ici et en faire tout un tas d'histoires. Voilà, moi je dis, restons sereins. Nous sommes à la veille des élections, c'est-à-dire priorisons le Bénin, quoi, vraiment. La priorité, c'est le Bénin, c'est notre vivre ensemble. Ne regardons pas notre cohésion. Ne regardons pas seulement comment on appelle notre idéologie, notre opinion. Et parce que bon, on a cette opinion-là, il faut monter au créneau à tout moment, dénoncer. Et ça, moi je dis, il faut faire très attention. Il faut faire parce qu'à la fin, l'autre aura raison de nous.
quand je parle de l'autre, c'est le régulateur. Et quand je parle de régulateur, je ne parle pas seulement du régulateur au niveau seulement des journalistes, mais le régulateur à tous les niveaux, toutes ces institutions-là qui s'occupent donc de cadrer, d'organiser, de contrôler. Mais à chaque fois, ils vont taper. Et quand ils vont taper, on dira que non, ils sont en mission, c'est parce que tel est un peu trop critique. Pas... Non, il faut savoir raison garder. Parce qu'eux aussi, ils ont leur mission, c'est de préserver également cette cohésion sociale-là, de préserver donc, comment on appelle, l'état de droit. Et ça, ils feront tout pour que cela soit préservé. Donc vous avez une organisation à faire, vous avez une marche à faire. Le mieux, c'est de s'y prendre très tôt et de faire les choses dans les normes. Mais moi, je sais que si on fait les choses dans les normes, ça va bien se faire. La preuve, vous l'avez dit, il y a le président, l'ancien président Bouni Yahi, qui était quelque part, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas plus opposant que le président Bouni Yahi. Et vous-même, vous le dites, il y avait du monde et ça a été même encadré par les forces de l'ordre. Donc, faisons les choses dans les règles et je pense que tout va bien se passer. Voilà, nous allons aborder un dernier sujet. Matin libre, titre Bénin, ouverture de cliniques par les particuliers. On donne le secteur en pâture. Est-ce que vous êtes d'avis? Bon, Marc. Le journal dit c'est plutôt une avancée. 3 points de suspension. 3 points de suspension. La décision du gouvernement diversement appréciée. Je pense que... est-ce qu'il faut être forcément professionnel des médias avant d'ouvrir une chaîne de télé ou de radio? Non. Est-ce qu'il faut être forcément professionnel de la santé avant d'ouvrir un centre de santé? Si vous avez les moyens et si vous avez la possibilité de pouvoir prendre le personnel, les spécialistes dans le domaine, je pense que c'est une activité bien, c'est vrai que ça touche un côté social, mais c'est une activité commerciale. Aujourd'hui, je ne vous apprends rien. Lorsque vous allez dans certaines cliniques, si vous n'avez pas le minimum, même pour faire la consultation, c'est difficile. La consultation est à 10 000, parfois à 20 000 dans des cliniques, au niveau des spécialistes. Et donc, comme c'est une activité économique, parfois il y a même des professionnels de la santé qui essaient de créer, d'accord, des centres de santé et des cliniques, mais c'est-à-dire ils n'ont pas la capacité financière nécessaire, et en tout cas nécessaire pour pouvoir quand même alimenter tous les différents spécialistes qui doivent intervenir parfois. Et donc, il y a un manque criard de personnel à divers niveaux. Et donc, ils ne veulent même pas non plus associer d'autres partenaires économiques pour pouvoir quand même donner plus d'évolution à la chose. Dans ce contexte-là, s'il y a des partenaires ou des acteurs, par exemple, qui ont à cœur le volet santé et qui veulent, par exemple, investir dedans et qui respectent, il suffira seulement que chacun respecte en réalité les normes, les dispositions qui ont été mises en vigueur. Et je pense qu'il n'y aurait pas de problème puisqu'il y a des organes de vérification, de contrôle, pour pouvoir savoir que si tel opérateur économique prend l'autorisation pour ouvrir un centre de santé, par exemple, et qu'il a parlé de gynécologue, il a parlé de pédiatre, il a parlé peut-être de cardiologue, alors qu'au fond, c'est un seul médecin généraliste qui s'occupe de tout ce volet-là. Il y a un problème qui se pose. Et donc, il va falloir faire des contrôles pour pouvoir voir est-ce que tout ce qu'il a dit dans les clauses, est-ce qu'il arrive à les respecter? Est-ce que dans sa quête, est-ce que ce n'est pas seulement le côté financier qu'il entrevoit beaucoup plus et non également le côté social de la chose également? Parce que n'oublions pas, même quand aujourd'hui, les professionnels, parce que ceux qui seront les plus adéquats à pouvoir dénoncer cela, ce sont même les professionnels de la santé eux-mêmes, qui vont estimer que c'est leur secteur à eux et que normalement, que lorsque la personne n'est pas professionnelle de la santé, c'est qu'il ne doit pas prendre le lead de la création d'un centre de santé ou d'un hôpital et autres, alors que dans le même cas, on sait que la plupart d'entre eux sont toujours également à la recherche de l'argent. On sait ce qui se passe dans nos hôpitaux, même quand vous prenez les hôpitaux à caractère public. On sait ce qui se passe dedans parfois. Moi, je me suis surpris lorsqu'un directeur d'hôpital me dit que c'est vraiment désolant que parfois certains agents sont tellement indélicats qu'ils se rendent compte, ils sont allés même surprendre des agents qui ont pris les médicaments des patients, qui ont gardé là, et pour revendre également à d'autres patients, et qui les a interpellés et qui se rendent compte en réalité, mais comment est-ce que des agents assermentés
d'accord, en tenant compte des difficultés que les populations ont même à avoir accès à la santé. Ils n'ont même pas les difficultés financières qu'ils ont parfois même à avoir se faire soigner et qu'ils viennent, bon gré, mal gré, et qu'en dépit de cela encore, les agents qui sont assermentés, qui sont tenus quand même de les suivre et de les faire, arrivent même à leur prendre également des médicaments qu'ils n'utilisent pas pour eux et qu'ils revendent également à d'autres patients, que c'est aberrant. Et c'est quelqu'un qui est du secteur qui le dit. Ça veut dire qu'il y a toujours des brebis galeuses dans chaque secteur et que peut-être avec la création de cela, il y aura des obligations, il y aura plus d'exigences. Parce que quand c'est des acteurs de la santé même qui créent eux-mêmes leurs choses, à un moment donné, le système de contrôle, vous savez, c'est comme la solidarité entre les auxiliaires de justice ou bien les acteurs de la justice, où il y a une solidarité parfois, ou même lorsqu'on est dans l'erreur, on se protège à un moment donné. Mais quand c'est un acteur qui crée sa chose pour peut-être un but économique également et peut-être un but également social et qu'il va commencer par avoir un certain nombre de plaintes, c'est qu'il va falloir mettre un dispositif même de contrôle à l'interne avant même que l'État ne puisse commencer par censurer au niveau. Une chose est sûre, dès qu'ils vont mal faire, l'État est là pour taper du poing sur la table. Oumar. Oui, je pense que la vraie question, c'est ouverture comment on appelle, des cliniques par des particuliers, bonne ou mauvaise décision, on va dire. Moi, je pense que quand on regarde bien les besoins de notre pays, quand on regarde bien la carte sanitaire de ce pays-là que nous avons aujourd'hui, on devrait pouvoir se dire bonne décision, normalement. Pourquoi ? Regardez, parmi les gens qui sont formés, comme Marc l'a dit, dans le secteur sanitaire, que ce soit médecin, infirmier, je ne sais pas moi, et assistant social chargé donc de ces choses-là, mais beaucoup d'enfants de pauvres sont parmi eux. Vous êtes d'accord avec moi? Beaucoup sont des pauvres, des gens qui n'ont pas de grands moyens. Et quand ils sortent, ils n'ont que deux issues. Se faire employer par l'État ou trouver le moyen de fuir le Bénin, la fuite des cerveaux. Et ça, c'est le gros problème que nous avons. Mais comment est-ce qu'on fait pour régler ça? Ça, c'est un problème qu'on peut régler. Voilà un besoin du Bénin. L'autre problème, regardez des localités aujourd'hui. Si nous prenons nous-mêmes, là où nous sommes issus, nos localités, d'où nous sommes issus, Sakété, Savej, vous, je ne sais pas, Marc, c'est où? Rappelez-nous, votre localité, c'est où? Chez moi, c'est ça. Vous ne me suivez pas. Bon, moi, je suis de Sakété, elle est de Savej, vous êtes de... je suis de Rwanda. Voilà. Donc, on pense... C'est au Bénin. C'est quelle commune? Vous ne connaissez pas Rwanda? Moi, j'ai entendu parler. C'est quelle commune? Ok. C'est l'un des quartiers de Porte-Novo. Voilà, c'est dans l'Ouémé. C'est dans l'Ouémé, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Donc, vous voyez un peu... C'est même le quartier de l'Assemblée nationale. On a des besoins spécifiques. Un jour, vous devenez milliardaire. Carole, millionnaire, milliardaire ou man. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? Chez moi, il a dit on va changer. Chez toi, il a dit milliardaire. Qu'est-ce que nous allons chercher à faire en premier? C'est venir au secours des nécessiteux de notre localité. Et une manière de venir au secours des nécessités, c'est de leur offrir également la santé. Oui, et moi, je vois des exemples dans le monde partout. Regardez un Bill Gates, informaticien. C'est un informaticien, il ne connaît rien d'autre à part l'informatique. Mais il est en train de vacciner le monde entier contre la poliomyélite. Ça, c'est un travail de santé. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Il aurait pu dire, non, moi je suis informaticien, je vais rester dans mon secteur. Non, moi je pense que si c'est bien contrôlé, si c'est bien, comment on appelle, si le suivi est bien fait, c'est une très bonne chose. Il y a beaucoup d'enfants du Bénin, des footballeurs, des gens qui gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui, qui se demandent comment est-ce que je vais venir en aide à mes frères, à ceux qui sont dans ma localité, du village dont je suis issu. Qu'est-ce que je fais? Il y a certains qui vont se lever un bon matin, qui vont dire, écoutez, moi je crée une clinique pour un travail qu'on fait peut-être à, comment on appelle, à 2000 dans une clinique privée, moi je mets ça à 1000 francs. Ou bien moi je me mets carrément au même barème que l'État. Voilà, des choses comme ça. Moi, je pense que c'est une manière de créer l'élan également chez tous ces investisseurs-là pour leur dire, écoutez, le secteur de la santé également, on vous l'ouvre, mais à condition que vous travaillez avec les agents de la santé et selon les règles sur le plan sanitaire au Bénin. Moi, je pense qu'une fois que cela est fait, c'est une très bonne décision. Il y a beaucoup d'enfants du Bénin qui sont à l'extérieur qui se demandent comment venir aider les gens. Donc, c'est une bonne chose, selon moi, que le privé également puisse donc s'investir. Et puis, en plus de ça, disons-nous la vérité, vous l'avez dit, c'est un secteur aujourd'hui qui est un secteur très concurrentiel. Voilà. Et donc, c'est une manière également de lever aussi le niveau. Parce que plus le secteur est concurrentiel, plus chacun va vouloir se mettre au pas pour être celui qui donc offre le meilleur soin, celui donc qui offre les meilleurs services. Donc, on est obligé finalement d'en arriver là. Dans d'autres pays, ça se fait. Pourquoi pas chez nous?
Il faut qu'on en arrive là. Maintenant, cela ne doit pas empêcher l'État de continuer à faire son travail. Parce que sur le plan sanitaire, c'est l'État qui fera mieux que tous les autres. Parce que tous les autres viendront Merci dans le souci de Oumar gagner de l'argent, Adéandou, merci alors que l'État, Marc le souci de l'amélioration de la- Goudjanou.